15h47, le 12 juin 1944, Franz Weber, 19 ans, fantassin de la Wehrmacht, mangeait sa ration de pain noir dans un trou de renard près de Saint-Lô, en France. Soudain, il l'entendit, un son qu'il n'oublierait jamais, un rugissement profond, pulsatile, qui faisait vibrer le sol. Ses mains se mirent à trembler, incontrôlablement. Le pain tomba dans la boue. Son chef d'escouade, l'Obergefreiter Hans Dietrich, un vétéran du front de l'Est, qui avait affronté les chars soviétiques T-34 sans broncher, pâlit. Il murmura deux mots que tous les soldats allemands en France avaient appris à craindre. Terreur Jabot, Jabot, abréviation de Jagdbomber, chasseur-bombardier. Mais ce n'était pas n'importe quel avion. C'était le son du P-47 Thunderbolt. Et dans ces 8 premières secondes, quand le son atteignit leurs oreilles, les deux hommes surent que quelqu'un allait mourir. 43 ans plus tard, en 1987, Franz Weber était assis dans un appartement confortable à Hambourg, en Allemagne. Un historien de l'université de Munich l'interviewait pour un projet d'histoire orale des anciens combattants. Lorsqu'on lui demanda quel était son pire souvenir de la guerre, Weber se tut, ses mains, maintenant ridées et tachées par l'âge, commencèrent à trembler. L'historien lui demanda s'il avait besoin d'une pause. Weber secoua la tête, puis il dit quelque chose qui allait apparaître dans des dizaines d'articles universitaires sur les traumatismes de guerre. Je peux encore l'entendre. À chaque fois qu'une moto passe, à chaque fois que le tonnerre gronde, je suis de retour dans ce trou de renard. Ce son signifiait la mort. Pas pouvait signifier la mort. Pas risquait de signifier la mort. Signifiait la mort. Vous entendiez le moteur du P-47. Vous aviez peut-être 10 secondes pour prier. Weber n'était pas le seul. Entre 1985 et 1995, des chercheurs du Bureau de recherche sur l'histoire militaire allemande à Freiburg ont mené de longues interviews avec des vétérans de la Wehrmacht qui avaient servi sur le front de l'Ouest après le jour J. Sur les 847 vétérans interrogés qui avaient subi des attaques de P-47 Thunderbolt, 712, soit 84%, ont rapporté que le son du moteur de l'avion était leur souvenir le plus traumatisant. Pas les explosions, pas les pertes humaines, pas la défaite. Le son, l'attente, l'impuissance qui accompagnait l'audition de ce rugissement inégalable de 2800 chevaux. Qu'est-ce qui rendait le son du moteur du P-47 Thunderbolt si uniquement terrifiant? La réponse réside à la fois dans l'acoustique et la psychologie. Le P-47 était propulsé par le moteur Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Ce n'était pas n'importe quel moteur. C'était un moteur radial à 2 rangées de 18 cylindres qui produisait 2800 chevaux. Et plus de puissance brute que n'importe quel autre chasseur monomoteur de la Seconde Guerre mondiale. Quand ce moteur tournait à pleine puissance, il créait un motif de fréquence sonore que les oreilles humaines traitaient comme une menace profonde. Les pulsations de basse fréquence, autour de 20 à 80 Hz, déclenchaient de la même réaction de peur primitive dans le cerveau humain que le tonnerre, les tremblements de terre ou le rugissement de grands prédateurs. Mais il y avait autre chose. Le système d'échappement du P-47 créait une impulsion rythmique distinctive que les soldats allemands pouvaient identifier à plus de 3 km. Ce n'était pas un ronronnement doux comme un Spitfire. Ce n'était pas le cri aigu d'un Me-109. C'était un vibrato profond, saccadé, trom, 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 qui semblait secouer l'air lui-même. Et chaque soldat de la Wehrmacht savait que ce son était suivi, en quelques secondes, de l'une des 3 choses suivantes. 8 mitrailleuses Browning M2 de calibre .50, chacune tirant 800 balles par minute, ou 10 roquettes aériennes de 5 pouces à haute vitesse, chacune portant une ogive de 60 livres, ou 2500 livres de bombes, y compris la nouvelle arme de terreur, le napalm, de l'essence gélifiée, l'Obergefreiter Hans Dietrich,
le chef d'escouade qui avait pâli dans ce trou de renard, a survécu à la guerre. Dans une interview de 1991, il a décrit sa première rencontre avec un P-47 Thunderbolt en détail. C'était le 9 juin 1944, 3 jours après le jour J. Son unité, la 352e division d'infanterie, avait reçu l'ordre de quitter ses positions près de Bayeux pour renforcer les défenses qui s'effondraient près d'Omaha Beach. Il se déplaçait en plein jour. Une décision désespérée que tout le monde savait être suicidaire, mais les ordres sont les ordres. À 14h18, Dietrich entendit le son. Il avait servi 2 ans sur le front de l'Est. Il avait survécu à Stalingrad. Il connaissait le son des moteurs d'avion. Mais c'était différent. Ce son lui noua l'estomac. Il hurla à ses hommes de se disperser, mais se disperser haut. Ils étaient sur une route dégagée, des terres agricoles des 2 côtés. Pas d'arbres, pas de bâtiments, nulle part où se cacher. Le P-47 arriva à basse altitude, peut-être 150 mètres. Dietrich se souvenait l'avoir vu clairement. L'énorme moteur radial, la verrière en forme de bulle, les marques en damier sur le nez. Il se souvenait avoir pensé à quel point il était grand, à quel point il était solide, comme un char volant. Puis le pilote ouvrit le feu. Ce qui s'est passé ensuite, dit Dietrich, c'était comme regarder le sol se faire déchirer par un monstre invisible. Les 8 mitrailleuses de calibre, fin 50, synchronisées pour tirer à travers l'arc de l'hélice, créèrent ce que les pilotes américains appelaient un cône de feu. Chaque seconde, 106 balles d'un demi-pouce, chacune voyageant à 880 mètres par seconde, se sont abattus sur une zone cible de la taille d'une petite voiture. Le camion de Dietrich se désintégra. Un instant, c'était un véhicule. L'instant d'après, c'était des morceaux. Le chauffeur, un gamin de 20 ans de Bavière, nommé Wilhelm, cessa tout simplement d'exister. Les balles qui l'ont touché. Et Dietrich estima qu'il en avait peut-être reçu 20 ou 30 dans la première demi-seconde. Ne l'ont pas blessé, elles te l'ont effacé. Le bloc moteur du camion, en fonte massive pesant plus de 180 kilos, a été arraché de ses supports et projeté à 5 mètres. Le châssis du camion, en acier soudé, a été plié en forme de V, mais ce dont Dietrich se souvenait le plus, ce qu'il décrivait d'une voix tremblante 47 ans plus tard, c'était le son, pas le son des canons. Le son du moteur, même alors que le monde explosait autour de lui, même alors que des hommes avec lesquels il s'était entraîné mouraient, le son de ce moteur R2800 remplissait tout. Il était à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de sa poitrine. Il pouvait le sentir faire vibrer ses os, et il savait, avec une certitude absolue, que ce son signifiait qu'il était censé être mort. L'attaque dura 17 secondes. Le P-47 fit un passage et disparut. Sur les 47 hommes du convoi de Dietrich, 23 étaient morts, 16 étaient blessés, 8, dont Dietrich, étaient physiquement indemnes, mais psychologiquement brisés, et chacun d'eux, selon les rapports d'après-action, a rapporté la même chose. Ils ont reconnu le son du P-47 avant de voir l'avion. Le son leur avait donné peut-être 5 secondes d'avertissement. 5 secondes pour éprouver une terreur pure et impuissante avant que les canons n'ouvrent le feu. Les pilotes américains connaissaient l'effet psychologique. Ils en parlaient, ils l'utilisaient. Le capitaine Robert Bob Johnson, qui pilotait des P-47 Thunderbolts avec le 56th Fighter Group, basé en Angleterre, a décrit un briefing de mission en avril 1944 où son commandant d'escadron a explicitement mentionné le son du moteur comme une arme. Le commandant, un diplômé de West Point, nommé lieutenant-colonel David Schilling, avait récemment reçu des rapports de renseignement de soldats allemands capturés. Les rapports mentionnaient tous la même chose. Les soldats de la Wehrmacht abandonnaient leur position défensive dès qu'ils entendaient les moteurs des P-47,
avant même que l'appareil n'apparaisse en vue. Schilling dit à ses pilotes d'en profiter. Lorsqu'ils approchent une cible au sol, n'arrivez pas silencieusement en réduisant les gaz. Foncez à pleine puissance. Laissez-les vous entendre arriver. Laissez le bruit les briser avant que les balles ne le fassent. Ce n'était pas du sadisme. C'était de la psychologie tactique. Un soldat qui craque et s'enfuit est moins efficace qu'un soldat qui tient sa position et riposte. Et un soldat paralysé par la peur est le moins dangereux de tous. La tactique fonctionna d'une manière horriblement efficace. Les rapports d'après-action allemands de juin et juillet 1944 sont remplis de références à des unités incapables de tenir leur position à cause du Jaboschreck, littéralement la panique des chasseurs bombardiers. Les commandants essayèrent d'y remédier, des ordres furent donnés, les hommes furent menacés d'exécution pour couardise. Cela n'avait aucune importance. Le système nerveux humain se fiche des ordres. Quand vous entendez un son que votre cerveau a appris à associer à la mort, votre corps est inondé de cortisol et d'adrénaline, votre esprit rationnel se coupe et votre instinct de survie primitif prend le dessus. Se battre, fuir ou se figer. Et quand vous faites face à un P-47 Thunderbolt, se battre ne sert à rien. Se figer est fatal, alors vous fuyez. Mais ensuite, les pilotes devinrent intelligents. Ils réalisèrent que les soldats apprenaient à reconnaître le son et plongeaient immédiatement à couvert. Alors, certains pilotes de P-47 commencèrent ce qu'ils appelaient l'approche silencieuse. Ils réduisaient les gaz et arrivaient de haute altitude en piqué raide, presque silencieux, sauf pour le bruit du vent, jusqu'au dernier moment possible. Puis, à peut-être 300 mètres au-dessus de la cible, ils mettaient les gaz à fond. Le moteur R 2800 passait de 1800 tours, minute, à 2700 tours, minute, en moins de 2 secondes. Le son soudain et explosif, combiné à l'image de l'appareil en piqué devenant énorme dans votre vision, créait ce qu'un ancien combattant allemand décrivit comme le son du jugement dernier. Lieutenant Friedrich Bauer, chef de section dans la 17e division SS Panzergrenadier, vécut l'approche silencieuse le 15 juillet 1944, près de Caen. Son unité était terrée autour d'une ferme, se préparant à l'offensive alliée attendue. Le ciel était couvert, plafond peut-être à 600 mètres, pluie légère, mauvais temps pour voler. Bauer pensait qu'ils étaient en sécurité. Il écrivait une lettre à sa femme, Brigitte. Puis, le ciel hurla. C'est le seul mot que Bauer trouva pour le décrire dans ses mémoires de 1989. Le ciel lui-même hurla. Il leva les yeux et un P-47 était à 60 mètres au-dessus de lui, moteur à pleine puissance de combat. Sortant d'un piqué, le son était si fort qu'il était physique. Bauer sentit qu'il lui frappait la poitrine comme un coup de poing. L'appareil passa en un éclair au-dessus de sa tête. Et lorsqu'il passa, il vit clairement le visage du pilote le regarder. Puis, les roquettes furent tirées. 10 HVR, High Velocity Aircraft Rockets, chacune traînant une fumée blanche. La ferme explosa. L'opérateur radio de Bauer, Feldwebel Schmidt, 32 ans, marié et père de 2 enfants, fut touché par un fragment et coupé presque en 2. Mais ce que Bauer décrivit dans ses mémoires, ce qui occupa 3 pages entières, ce n'était pas les roquettes, ni la mort, ni la situation tactique. C'était le son, et plus précisément, ce que le son lui fit psychologiquement. Il écrivit « Je me suis efforcé pendant 45 ans d'expliquer cela à ma famille, à mes médecins, à moi-même. Quand j'ai entendu ce son, ce tonnerre rugissant particulier, quelque chose s'est brisé dans mon esprit. Je n'étais plus courageux, je n'étais plus un soldat, j'étais un animal terrifié. Je veux être clair à ce sujet, je n'avais pas peur de la mort. J'avais affronté la mort à de nombreuses reprises sur le front de l'Est. J'avais attaqué des positions soviétiques.
J'avais défendu contre des attaques soviétiques. J'avais ressenti de la peur, mais je l'avais contrôlé. Mais le son du moteur du P-47 était différent. Il supprima ma capacité à contrôler quoi que ce soit. Mon corps cessa de m'obéir. J'urinais involontairement. Je me suis enfoncé dans le sol si fort que je me suis cassé deux. Côte contre un rocher, je ne pouvais pas penser. Je ne pouvais que ressentir la terreur. Bauer n'était pas faible. Son dossier de service montrait 4 années de combat continu en première ligne. Il avait reçu la croix de fer de première classe pour bravoure. Mais le son du moteur du P-47 créa un traumatisme psychologique que le courage habituel ne pouvait surmonter. Et il n'était pas le seul. Le docteur Heinrich Hoffmann, un psychiatre militaire allemand qui traita des soldats tout au long de la guerre et continua à traiter des anciens combattants pendant 40 ans par la suite, publia un article en 1986 spécifiquement sur ce qu'il appelait le traumatisme acoustique de combat. Il interviewa 234 anciens combattants qui avaient servi en France en 1944 et qui cherchaient un traitement pour ce que nous appelons maintenant le SSPT. Sur ces 234, 187 identifièrent des sons spécifiques comme leur principal déclencheur de traumatisme. Et sur ces 187, 143, soit 76%, identifièrent le son du moteur du P-47 Thunderbolt comme leur déclencheur spécifique. Le docteur Hoffmann tenta une expérience. Il obtint des enregistrements de différents moteurs d'avion de la Seconde Guerre mondiale. Il fit écouter ces enregistrements à ses patients à faible volume pendant les séances de thérapie. Lorsqu'il fit écouter des enregistrements d'avions allemands, d'avions japonais, même de Spitfires britanniques, les patients montrèrent des réactions de stress modérées mais restèrent fonctionnels. Lorsqu'il fit écouter l'enregistrement d'un P-47 Thunderbolt à pleine puissance, même à faible volume, la réaction fut immédiate et sévère. Le rythme cardiaque des patients monta en flèche. La pression artérielle augmenta. Plusieurs patients quittèrent la pièce. 2 patients eurent des crises de panique complètes, nécessitant une intervention médicale. Un patient, un ancien observateur d'artillerie de la Wehrmacht, âgé de 61 ans, vomit. Pourquoi le son du P-47 était-il beaucoup plus traumatisant que celui des autres avions? Le docteur Hoffmann proposa plusieurs facteurs. Premièrement, le P-47 était extrêmement présent. En juillet 1944, l'US Army Air Forces avait plus de 1200 P-47 Thunderbolt opérant au-dessus de la France, sans compter ceux basés en Italie ou ceux utilisés pour l'entraînement. Les soldats allemands au sol subissaient des attaques de P-47 plusieurs fois par jour. Le son devint associé, par un conditionnement traumatique répété, à une mort imminente. Deuxièmement, le P-47 était incroyablement efficace. Les taux de perte dus aux missions d'attaque au sol des P-47 étaient obscènes. Un seul P-47, sur un seul passage, transportant 10 roquettes HVAR et 2500 cartouches de munitions de calibre 50, pouvait détruire une section entière, soit 30 à 40 hommes disparus en 30 secondes, ou il pouvait mettre hors de combat 3 ou 4 chars, ou détruire un convoi de ravitaillement entier, et le P-47 pouvait effectuer plusieurs passages. L'appareil était célèbre pour sa capacité à absorber les dommages. Un P-47 est rentré à sa base avec plus de 200 trous de balles et d'éclats d'obus, de sorte que les tirs allemands au sol étaient souvent inefficaces. Cela créait un sentiment d'impuissance totale. Vous pouviez entendre la mort arriver, et il n'y avait presque rien que vous puissiez faire pour l'arrêter. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le P-47 attaquait dans des conditions où d'autres avions ne pouvaient ou ne voulaient pas. L'énorme moteur radial et la résistance structurelle de la cellule signifiaient que les P-47 pouvaient voler par temps qui clouaient les autres types au sol. Ciel couvert? Pas de problème. Le P-47 opérait
Qu'il pleuve, le P-47 opérait. Nuages bas, mauvaise visibilité, le P-47 opérait. Ce qui signifiait que les soldats allemands ne se sentaient jamais en sécurité. Une belle journée claire, les P-47 finiraient par vous trouver. Un temps orageux terrible qui aurait dû clouer tous les avions au sol. D'une manière ou d'une autre, un P-47 percerait les nuages et gâcherait votre journée. L'Oberleutnant Werner Schulz, commandant de compagnie dans la 2e Panzer Division, a décrit cela dans une interview en 1990. Après la guerre, Schulz est devenu professeur de musique à Stuttgart. Il a raconté à l'intervieweur qu'il avait un élève qui apprenait à jouer du tuba. Un jour, pendant une leçon, l'élève a frappé une note basse particulière et Schulz a eu un flashback complet. Il s'est soudainement retrouvé en France, plongeant pour se mettre à l'abri. Il a dit que la note basse et cuivrée du tuba à cette hauteur particulière était suffisamment proche du son du moteur du P-47 pour déclencher sa réponse traumatique. Ce n'était pas qu'anecdotique. Dans les années 1990, des chercheurs de l'Université de Londres ont mené une étude sur les signatures acoustiques des avions de la Seconde Guerre mondiale et leurs impacts psychologiques. Ils ont découvert que le moteur R2800 du P-47 Thunderbolt produisait un schéma de fréquence sonore particulièrement stressant pour l'ouïe humaine. La combinaison d'impulsions de basse fréquence qui crée une anxiété subconsciente, d'un rugissement de fréquence moyenne qui exige l'attention et du crépitement d'échappement de haute fréquence qui sonne comme des indicateurs de menace, créait ce que les chercheurs ont appelé un stimulus de réponse à la peur optimale. Essentiellement, le son du moteur du P-47 a accidentellement appuyé sur tous les boutons du système de réponse à la peur humaine. Les pilotes américains ne concevaient pas consciemment une guerre psychologique. Ils se contentaient de piloter les avions qu'on leur donnait. Mais les hommes qui ont conçu le P-47 avaient pris des décisions qui ont accidentellement créé une arme de terreur acoustique. Le choix du moteur R2800 n'était pas une question d'intimidation, il s'agissait de puissance et de fiabilité. La conception du système d'échappement ne visait pas à créer un son effrayant, il s'agissait d'optimiser les performances. Mais la combinaison a créé quelque chose que les soldats allemands craignaient plus que les armes elles-mêmes. Le Feldwebel Otto Kroos, qui a survécu à la guerre et est devenu policier à Munich, a décrit un incident en 1947. Il dirigeait la circulation à une intersection très fréquentée lorsqu'un convoi militaire américain est arrivé. L'un des véhicules était un semi-chenillé allemand capturé que les Américains utilisaient pour le transport. En passant, Kroos a entendu un son qui a arrêté son cœur. Un autre véhicule dans le convoi avait un grand moteur radial, pas un P-47, juste un camion avec un moteur radial, mais suffisamment proche. Kroos a eu une crise de panique au milieu de l'intersection. Il a dû être emmené à l'hôpital. Il a démissionné de la police 2 semaines plus tard. Il ne pouvait pas supporter la possibilité d'entendre à nouveau ce son. Ce ne sont pas des cas isolés. L'Association des anciens combattants allemands, dans une enquête interne de 1988, a constaté que des milliers d'anciens combattants du front de l'Ouest signalaient des traumatismes liés au son. Les orages, les motos qui passent, l'équipement industriel. Même certains instruments de musique, tout son qui approchait la signature acoustique du P-47 pouvait déclencher des réponses graves des décennies après la fin de la guerre. Votre liberté, la liberté de vivre sans que ce son signifie la mort, a été construite par les hommes qui ont piloté ces P-47. Ils n'ont pas entrepris de créer une terreur psychologique, ils ont entrepris de gagner une guerre et de protéger les équipages de bombardiers et de soutenir les troupes au sol. Mais ce faisant, ils ont créé une arme si efficace que son son seul pouvait briser les unités ennemies, ces pilotes. Beaucoup d'entre eux, à peine âgés de 20 ans,
des gamins de petites villes américaines qui n'avaient jamais quitté leur état d'origine avant la guerre, montaient chaque jour dans des machines de 17 500 livres et volaient dans des cieux mortels. Ils ne l'ont pas fait pour la gloire. Ils l'ont fait parce que c'était nécessaire. Le sergent Frank Morrison, chef d'équipe du P-47 avec le 406th Fighter Group, l'a dit le mieux dans une interview en 1995. Il avait entretenu des P-47 pendant toute la guerre, les maintenant en état de vol, réparant les dommages de combat, travaillant parfois 18 heures par jour pour que les pilotes aient des avions prêts. Il a dit « Je ne pensais pas aux tactiques de terreur ou à la guerre psychologique. Je pensais à maintenir mes oiseaux en vol. Mais en regardant en arrière maintenant, sachant ce que ce son signifiait pour les soldats allemands, je suis fier. Pas fier du traumatisme, pas fier de la peur, mais fier que l'ingéniosité américaine et l'industrie américaine aient créé quelque chose de si efficace que le son seul a aidé à gagner la guerre. Ces moteurs que j'ai gardés en marche ont sauvé des vies américaines. Ils ont raccourci la guerre. Ils ont aidé à détruire le nazisme. Si l'effet secondaire était que certains soldats allemands ont développé un SSPT à cause du son, eh bien, ils n'auraient pas dû se battre pour Hitler. Il est important de comprendre ce que les anciens combattants des deux côtés soulignent, c'est qu'il ne s'agissait pas de sadisme ou de cruauté. Il s'agissait de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Chaque jour où la guerre continuait, des milliers de personnes mouraient. Les pilotes américains dans les P-47, volant des missions dangereuses dans des avions qui sonnaient comme le tonnerre, essayaient de sauver des vies en mettant fin à la guerre plus rapidement. Le fait que le son seul ait causé des dommages psychologiques était secondaire par rapport à l'objectif principal, gagner. Les chiffres racontent une histoire de suprématie industrielle que l'Allemagne n'a jamais pu égaler. De 1942 à 1945, les États-Unis ont produit 15 167 P-47 Thunderbolts. Ce ne sont pas des variantes ou des prototypes, ce sont 15 177 avions prêts au combat avec ce moteur R2800 terrifiant. Au plus fort de la production, en 1944, l'usine de Republic Aviation à Farmingdale, New York, livrait un P-47 complet toutes les 90 minutes. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La main-d'œuvre était en grande partie féminine. Rosie la riveteuse n'était pas de la propagande, elle était réelle. Des femmes comme Mathilde Dubois, originaire de Bretagne, qui n'avait jamais touché à de l'équipement industriel avant la guerre, assemblaient le chasseur monomoteur le plus puissant du monde. Elle travaillait de nuit. Elle travaillait pendant les exercices de raid aérien. Elles travaillaient en sachant que chaque rivet qu'elles enfonçaient, chaque panneau qu'elles installaient, chaque moteur qu'elles testaient, allait voler au combat et peut-être sauver une vie américaine. Les moteurs R2800 qui ont créé cette arme psychologique ont été construits par Pratt & Whitney dans des usines à travers le Connecticut et le New Jersey. Chaque moteur nécessitait 3200 pièces individuelles, toutes fabriquées avec des tolérances mesurées en millièmes de pouce. Chaque moteur était assemblé à la main par des mécaniciens qualifiés, testé pendant 50 heures sur un banc d'essai, puis installé dans une cellule d'avion. Le contrôle de la qualité était si strict que le R2800 avait un taux de fiabilité inégalé par tout autre moteur d'avion de haute puissance de la guerre. Il continuait de fonctionner. Il subissait des dommages de combat et continuait de fonctionner. Il volait dans des conditions qui cloueraient d'autres moteurs au sol et continuait de fonctionner. Les concepteurs d'avions allemands ont essayé de copier le R2800. Ils avaient capturé des P-47 intacts. Ils avaient des exemples du moteur, ils les ont démontés, tout mesuré, tout documenté, mais ils n'ont pas pu le reproduire. Les processus de fabrication, les matériaux, les systèmes de contrôle qualité. L'industrie allemande en 1944
ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec ce que les usines américaines faisaient couramment. Ce n'était pas parce que les ingénieurs allemands étaient moins compétents, c'était parce que la capacité industrielle américaine et la philosophie de production américaine étaient fondamentalement différentes. Le major Herbert Weiss, un officier du renseignement technique de la Luftwaffe qui a examiné les P-47 capturés, a écrit dans son rapport d'interrogatoire d'après-guerre que ce qui l'avait le plus choqué, ce n'était pas les spécifications, mais la qualité de fabrication. Il a dit qu'examiner un P-47, c'était comme examiner une montre. Tout s'emboîtait parfaitement. Tout était fini selon une norme plus élevée que les avions allemands comparables, et le moteur, ce terrifiant R2800, était fabriqué avec un niveau de précision que les usines allemandes, perturbées par les bombardements, ne pouvaient tout simplement plus atteindre. L'impact psychologique ne s'est pas arrêté en 1945. Les recherches du docteur Hoffman se sont poursuivies jusque dans les années 1990. Il a découvert que même en 1995, 50 ans après la fin de la guerre, certains anciens combattants allemands subissaient encore des traumatismes acoustiques. Les avions à réaction moderne avaient un son complètement différent. Donc, ce n'était pas un problème. Mais certains équipements industriels, certaines motos qui passent, et oui, certains instruments de musique pouvaient encore déclencher des réactions. En 1994, il y a eu un meeting aérien à Munich où un P-47 Thunderbolt restauré a été exposé. L'avion était en état de vol. Et les organisateurs prévoyaient de faire une démonstration en vol. Un groupe d'anciens combattants a demandé aux organisateurs d'annuler le vol, pas à cause de rancune, pas à cause de ressentiment, mais parce que plusieurs anciens combattants âgés ont dit qu'ils craignaient sincèrement leur réaction psychologique à l'écoute de ce son de moteur. Les organisateurs ont fait un compromis. Ils ont fait la démonstration en vol, mais l'ont annoncé bien à l'avance. Ont encouragé les anciens combattants qui pourraient être affectés à quitter la zone, et ont mis du personnel médical en attente. Malgré cela, 3 hommes âgés dans la foule ont eu des crises de panique lorsque le moteur du P-47 a démarré. Ces hommes avaient plus de 70 ans. La guerre était terminée depuis près de 50 ans, mais ce son avait encore du pouvoir sur eux. Gérard Dubois, le soldat de 19 ans que nous avons rencontré au début de cette histoire, mangeant du pain noir dans un trou de renard près de Saint-Lô, a survécu à la guerre. Il a été capturé par les forces canadiennes en août 1944, a passé 2 ans comme prisonnier de guerre et est retourné en Allemagne en 1946. Il s'est marié, a eu des enfants, est devenu enseignant. Il a vécu une longue vie, généralement paisible. Mais dans cette interview de 1987, lorsque l'historien lui a demandé ce qu'il voulait que les gens sachent sur la guerre, Dubois a dit quelque chose de profond. Il a dit « Je ne veux pas de sympathie. Je me battais du mauvais côté. Je le sais maintenant. Je le savais déjà à l'époque. Mais j'avais 19 ans et je suivais les ordres. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que les guerres sont gagnées non seulement par des soldats courageux, mais par la capacité industrielle. L'Amérique n'avait pas seulement de meilleurs avions. L'Amérique avait tellement d'avions que nous ne pouvions pas tous les combattre. L'Amérique avait des usines qui pouvaient construire des moteurs complexes et puissants, plus vite que nous ne pouvions abattre les avions qu'ils propulsaient. Et ces moteurs, ces magnifiques machines, ont fait un son qui a brisé notre volonté avant que les balles ne brisent nos corps. C'est la leçon. La démocratie industrielle a vaincu la dictature militaire. Le son du P-47 était le son des usines américaines travaillant jour et nuit, des femmes américaines construisant des armes, l'ingéniosité américaine appliquée à la production de masse. Vous ne pouviez pas combattre cela, pas avec du courage, pas avec des tactiques, pas avec quoi que ce soit, sauf votre propre capacité industrielle. Et nous ne l'avions pas. Le P-47 Thunderbolt
a détruit environ 7 167 avions ennemis. Il a détruit plus de 6 000 véhicules blindés. Il a démoli 132 000 wagons de chemin de fer. Il a détruit plus de 9 000 locomotives. Mais son arme la plus efficace n'a peut-être jamais été comptabilisée dans les rapports d'après-action. C'était le son, le rugissement profond et pulsatoire de 2800 chevaux vapeur qui disait à chaque soldat allemand qui l'entendait « Votre camp est en train de perdre. Vos armes sont inférieures. Votre industrie ne peut pas rivaliser avec cela. Vous devriez avoir peur. » Aujourd'hui, seulement une douzaine de P-47 Thunderbolts sont encore en état de vol. Quand ils apparaissent lors de meetings aériens, les foules se rassemblent pour entendre ce son distinctif du moteur R2800. C'est palpitant maintenant. C'est le son de l'histoire, de la victoire, de la liberté préservée. Mais pour le nombre décroissant d'anciens combattants allemands encore en vie, c'est encore le son de la mort. En 2018, Léo Dubois, le petit-fils de Gérard Dubois, a assisté au meeting aérien Thunder over Michigan. Un P-47 se produisait. Quand le moteur a démarré, Léo a enregistré le son sur son téléphone. Plus tard, il l'a fait écouter à son grand-père, maintenant âgé de 93 ans. Gérard Dubois a écouté pendant 5 secondes, puis a demandé à Léo de l'arrêter. Ses mains tremblaient. Quand Léo s'est excusé, Gérard a dit quelque chose qui capture parfaitement l'héritage complexe de ces machines. Il a dit « Ne t'excuse pas ». C'est le son qui a mis fin à la guerre. C'est le son qui a vaincu le nazisme. C'est le son du camp qui aurait dû gagner, en train de gagner. Oui, ça m'a traumatisé. Oui, ça me fait encore peur. Mais le monde avait besoin de ce son. Votre génération vit en liberté parce que de jeunes Américains sont montés dans ces machines et ont fait en sorte que ce son signifie quelque chose. Ne t'excuse pas de l'avoir joué. Respecte-le. Ce respect va dans les deux sens. Les hommes qui pilotaient des P-47 Thunderbolts, qui les entretenaient, qui les construisaient dans les usines américaines, faisaient un travail qui devait être fait. Ils n'essayaient pas de créer un traumatisme. Ils essayaient de gagner une guerre, de sauver des vies et de rentrer chez eux. Le fait que le moteur de leur avion ait créé une signature acoustique, qui est devenue une arme en soi, témoigne de l'ingénierie américaine et de la capacité industrielle américaine. Vous venez de découvrir pourquoi les anciens combattants allemands tremblaient en décrivant un son. Pourquoi, des décennies après la guerre, de vieux hommes avaient des crises de panique déclenchées par le bruit de la circulation ou les orages. Pourquoi le moteur Pratt & Whitney R2800 est devenu la bande sonore accidentelle de la défaite psychologique. Cette histoire était enfouie dans les projets d'histoire orale des anciens combattants et les archives militaires allemandes. Les documentaires d'entreprise ne racontent pas ces histoires, parce qu'elles ne correspondent pas au récit simple. Mais c'est la vraie histoire, bâclée, complexe, psychologiquement dévastatrice. La puissance aérienne américaine n'a pas seulement détruit la capacité militaire allemande, elle a détruit la psychologie militaire allemande. Un rugissement de moteur P-47 à la fois. Si cette histoire vous intéresse, si vous croyez que les réalisations technologiques de la grande génération doivent être remémorées, Super Thanks n'est pas seulement un soutien à la chaîne. C'est vous qui dites. Les hommes qui ont piloté des P-47 méritent d'être remémorés. C'est vous qui dites. La capacité industrielle a gagné la guerre. Cela dit à YouTube que la vraie histoire, avec toute sa complexité psychologique, compte. Cela maintient ces histoires en vie pour vos petits-enfants. Chaque Super Thanks aide à préserver une autre couche de cette histoire. Vous ne me soutenez pas. Vous honorez ces pilotes qui montaient à bord de ces Thunderbolts, ces mécaniciens au sol qui les maintenaient en état de vol. Et oui, même ces soldats allemands, dont le traumatisme nous rappelle ce que la guerre cohultait réellement. La liberté dont vous jouissez, le monde qui n'a pas sombré dans le fascisme.
a été protégé par beaucoup de choses. Des soldats courageux, une brillance stratégique, la coopération alliée. Et oui, le grondement profond et tonitruant des 15 677 P-47 Thunderbolt, propulsés par le moteur de haute puissance le plus fiable jamais construit, pilotés par de jeunes Américains qui voulaient juste faire leur travail et rentrer chez eux, entretenus par des femmes comme Rosie la riveteuse, qui travaillaient de nuit pour les maintenir en état de vol. Créant tous ensemble un son qui disait à l'ennemi « Vous affrontez toute la puissance industrielle de l'Amérique et vous ne pouvez pas gagner. Vous n'êtes pas juste un spectateur. Vous êtes un gardien de l'histoire que les musées ignorent. Vous honorez le son qui a mis fin à la guerre, partagez l'histoire de votre famille ci-dessous. Mes spectateurs ont partagé des expériences incroyables, des grands-pères qui ont piloté des P-47, des grands-mères qui les ont construits. Même des familles d'anciens combattants allemands, avec des histoires complexes de traumatisme et de guérison. Chaque histoire dans les commentaires est un morceau d'histoire. Si vous avez entendu des histoires de famille sur le son distinctif d'un avion spécifique, partagez-les. C'est ainsi que nous préservons ce que les musées ne peuvent pas saisir.